Bonjour à tous. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener dans le Paris du 19e siècle, à une époque où la ville se prépare à accueillir le monde entier pour un événement grandiose, l'exposition universelle de l'année 1889. À l'occasion du centenaire de la Révolution française, le gouvernement cherche à frapper les esprits avec un projet hors norme, une construction jamais vue qui marquerait les esprits et montrerait la puissance industrielle de la France. Et ce projet, c'est une tour immense, une tour en fer. L'idée naît dans les bureaux de la société Eiffel. Deux ingénieurs brillants, Maurice Koechlin et Émile Nouguier, imaginent une structure métallique de 300 mètres de haut. À l'époque, c'est une hauteur inimaginable. Leur objectif est clair, créer un monument spectaculaire pour accueillir l'exposition universelle. Mais leur premier croquis, très technique, un peu austère, ne convainc pas tout le monde, pas même Gustave Eiffel lui-même. Jusqu'à ce qu'un architecte, Stephen Sauvestre, apporte une touche esthétique au projet. Des arches à la base, des plateformes, des formes plus élégantes. Gustave Eiffel change alors complètement d'avis. Le 18 septembre 1884, un brevet est déposé pour une configuration permettant la construction de supports et pylônes métalliques de plus de 300 mètres de hauteur. L'idée est officiellement lancée, mais les choses ne vont pas se faire sans heurts. À Paris, une partie du monde artistique et intellectuel monte au créneau. Ils dénoncent un monstre d'acier, une honte architecturale, un mât de fer qui viendra souiller le ciel de Paris. Une pétition est même envoyée au président de la République, mais Eiffel tient bon. Et le 26 janvier 1887, les travaux commencent, sous les regards curieux, moqueurs ou fascinés des Parisiens. Le chantier se divise en deux grandes étapes, les fondations, puis l'assemblage de la structure métallique. La première phase, celle des fondations, est déjà un exploit. Du côté du Champ de Mars, le sol est relativement stable. Des blocs de béton sont coulés à 5 mètres de profondeur. Mais du côté de la Seine, les choses se compliquent. Là, le sol est humide, instable et en dessous du niveau du fleuve. Il faut utiliser une technique très innovante à l'époque, le procédé Trigère. Des caissons métalliques sont enfouis sous terre, étanchéifiés et remplis d'air comprimé pour permettre aux ouvriers de creuser à sec sans être noyés. Cette technique, que Gustave Eiffel avait déjà utilisée à Bordeaux pour une passerelle, permet de réussir les fondations sans incident majeur. Une fois les bases posées, l'assemblage peut commencer. Le 1er juillet 1887, les grandes pièces métalliques, toutes fabriquées dans les ateliers de Levallois-Perret, commencent à être montées sur place. Chaque élément est numéroté, ajusté au millimètre près. L'ensemble repose sur plus de 18 000 pièces métalliques et plus de 2,5 millions de rivets. À l'époque, le montage à cette échelle est une première mondiale. Ce chantier mobilise environ 250 ouvriers. Pour l'époque, c'est relativement peu, mais l'organisation est si rigoureuse que les délais sont respectés. Et malgré les hauteurs vertigineuses, malgré le vent, malgré le danger, un seul accident mortel est à déplorer. Un chiffre exceptionnel pour cette époque, où les normes de sécurité étaient quasiment inexistantes. Eiffel impose le port de harnais, fait installer des passerelles temporaires et veille au bien-être de ses équipes. Il visite régulièrement le chantier, parle avec les ouvriers, encourage, corrige, supervise. En un temps record, 2 ans, 2 mois et 5 jours, la tour est achevée. Le 31 mars 1889, Gustave Eiffel monte lui-même les marches jusqu'au sommet, drapeau tricolore en main, pour célébrer la fin des travaux. La tour est inaugurée officiellement le 6 mai suivant, devenant la star incontestée de l'exposition universelle. Avec ses 300 mètres de haut, elle dépasse de loin toutes les autres constructions humaines. À titre de comparaison, la plus haute structure de l'époque, l'obélisque de Washington, atteint à peine 169 mètres. La tour Eiffel, elle, devient un symbole de modernité, d'audace, de progrès. Mais cette reconnaissance n'est pas immédiate. La tour, à l'origine, devait être démontée 20 ans plus tard. C'était écrit dans le contrat. Sauf que Gustave Eiffel ne se résigne pas. Il transforme sa tour en laboratoire scientifique. Il y installe un observatoire météo, un centre de mesure pour le vent, les orages et surtout des antennes.
la tour devient un outil de communication, un relais pour la radiodiffusion, puis plus tard, pour la télévision. Ces usages scientifiques sauvent la tour de la destruction. Pendant la Première Guerre mondiale, elle sert de poste d'observation et de centre de transmission pour les militaires français. Pendant la Seconde, elle est mise hors service, les ascenseurs sabotés pour empêcher l'armée allemande d'y accéder facilement. Et après la guerre, elle devient peu à peu l'un des symboles les plus puissants de Paris. Aujourd'hui, la Tour Eiffel attire plus de 6 millions de visiteurs chaque année. Elle est peinte tous les 7 ans, en 3 couches, à la main, avec plus de 60 tonnes de peinture. Sa silhouette fait partie de l'imaginaire collectif. On la voit partout, sur les cartes postales, les films, les logos, les t-shirts, les souvenirs. Elle est l'emblème de la capitale, le repère des amoureux, la fierté des ingénieurs et le rêve de millions de touristes. Ce qui avait commencé comme un pari technique est devenu un mythe. Et tout cela grâce à une idée, une vision, un homme et une équipe. Une tour de fer pour l'éternité. Et voilà pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous explorerons une autre merveille architecturale, la construction du canal du Midi. À bientôt pour une nouvelle page d'Histoire vraie.